Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien reçoit ce matin Madame Kazitani Khadija, senior manager chez Deloitte Algérie. Khadija Kazitani, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de nous expliquer aujourd'hui ou de nous donner en primeur à Radio M le contenu de l'étude mondiale TMT dont vous donnez les éléments définitifs mercredi dans une conférence de presse, dans un événement ici à Alger. C'est quoi cette étude TMT, c'est-à-dire les grandes tendances des médias, de la technologie et des télécommunications? Bien, bonjour déjà à nos amis auditeurs. Je vous remercie pour votre invitation à la radio. Donc concrètement, les TMT Predictions, en fait TMT c'est technologie, médias et télécom. C'est une étude que Deloitte réalise à travers le monde depuis déjà 17 ans. Donc chaque année, on réalise une étude très détaillée sur ces trois secteurs-là, à l'aide de retours d'expérience d'entreprises avec lesquelles on travaille à travers 150 pays dans le monde, d'études consommateurs menées sur le terrain et de différents benchmarks qu'on mène, ainsi que d'entretiens qu'on réalise avec des experts et des chefs d'entreprise pour dessiner en fait quelles seraient les tendances d'évolution des télécoms, médias et technologies sur les 12 à 18 mois qui viennent. Et chaque année, on revient dessus, on regarde un petit peu ce qui s'est passé, l'exactitude, pour derrière enchaîner sur l'année d'après. En général, on a un taux d'exactitude à peu près de 85% jusqu'à maintenant. Un taux d'exactitude, c'est une tendance qui a été repérée et qui s'est confirmée dans les 18 mois? Tout à fait, tout à fait. On le fait chaque année, ce retour d'expérience, on prend du recul, on regarde ce qu'on avait déjà émis comme prédiction et on vérifie. Et en général, à 85%, nos prédictions s'avèrent vraies concrètement dans les 12 à 18 mois qu'on avait prévus. Alors, moi je suis journaliste économique, des prédictions de l'AIE sur la consommation de l'énergie dans le monde, je sais à quoi ça sert. Fixer l'évolution des prix notamment du prix du pétrole et du gaz. Une prédiction sur les modèles de consommation de technologie, de pratiques de médias et de ce type de tendance-là, à quoi ça sert? Ça sert à... Déjà, les télécoms, les médias et technologies, c'est quand même des choses qui parlent un peu à tout le monde. Donc, à la fois aux consommateurs, ils voient un petit peu ce qui arrive, ce qui va venir sur les prochains mois. Ils se préparent un petit peu aux innovations qui vont se passer sur le marché, mais aussi aux entreprises, tout simplement, parce que elles peuvent s'aligner, se développer, créer de nouveaux services, commencer à anticiper les usages des consommateurs pour s'y adapter et pas de manière, on va dire, réactive, mais plutôt de manière proactive. Alors, si on devait chercher dans les 16 précédentes éditions de votre étude mondiale, est-ce que vous aviez repéré l'évolution, par exemple, du cloud comme un service aux entreprises il y a quelques années? Tout à fait. C'était déjà dans les prédictions il y a quelques années de Deloitte, de la même manière qu'on avait prédit les tendances d'évolution sur les tablettes, la partie jeux vidéo sur les téléphonies mobiles, la tendance sur les smartphones, etc. Donc aujourd'hui, on est quand même fiers de l'exactitude de ces prédictions qu'on réalise chaque année dans le cadre de cette étude. Alors, il s'agit dans la présentation que vous faites à Alger, donc ce mercredi 26 avril, de la tendance en particulier sur l'Afrique, des tendances telles qu'elles ont été détectées et appréciées en Afrique. Est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Afrique sur ce terrain? Quelques différences, je dirais. En fait, les tendances que suit le monde sont à peu près quand même alignées par rapport à celles que connaît l'Afrique, à quelques éléments près où l'Afrique n'est pas encore prête à évoluer. Par exemple, toutes les tendances qui concernent le télévisuel, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas de vidéo on demand ou de télévision satellitaire, etc. très développée, ce qui fait que ces tendances-là qu'on fait dans d'autres pays, que ce soit en Europe ou au continent américain ou au continent asiatique, qui est aussi très développé sur ces sujets-là, ne sont pas adaptées à l'Afrique. C'est plus peut-être vrai pour le câble que pour le satellite? Oui, plutôt pour le câble et la vidéo on demand. La vidéo on demand aujourd'hui n'est pas très développée en Afrique. C'est que dans de rares exceptions. Après,
Ce que nous allons présenter en fait mercredi matin, c'est vraiment 8 tendances principales que nous avons sélectionnées qui sont les plus adaptées pour les pays comme l'Algérie et les pays africains. Et en fait, on les considère plus adaptés tout simplement parce que nous avons en parallèle de ça réalisé en fait des baromètres sur les usages numériques auprès de consommateurs dans nos pays. En Afrique, qui montrent cette tendance-là, et aussi parce qu'il y a des choses qui se passent déjà. On a déjà des éléments clés, des chiffres qui montrent que on va bien sur ces tendances-là. Et juste pour vous donner une idée sur les 8 tendances, rapidement, en fait, la première porte sur la sécurité biométrique. Donc là, que ça soit avec l'empreinte digitale ou l'iris et la voix. La deuxième porte sur les attaques DDoS, en fait, les Distributed Denial of Service. Ça, c'est vraiment un sujet de cybercriminalité qui commence à adresser de plus en plus les pays africains. Le troisième sujet qui est, on va dire, un peu moins vrai, mais qui commence à venir, c'est la sécurité routière et notamment tout ce qui est solution de freinage automatique. La quatrième concerne la 5G. On va y revenir. La cinquième, c'est le IT as a Service. Donc là, on parle de tout ce qui est externalisation de services IT par des entreprises auprès de prestataires spécialisés. La sixième, c'est l'intelligence, en fait, des machines. Donc là, on parle notamment de toute solution de machine learning où le téléphone, en fait, devient intelligent et sans être connecté à Internet, il arrive à réaliser certaines opérations qui sont purement intelligentes, en fait. Et puis, la septième, c'est lié à la navigation intérieure. Donc là, on réplique en fait le modèle du GPS pour la navigation extérieure à un modèle de navigation intérieure à l'intérieur d'un bâtiment. C'était la sixième. C'était la sixième, excusez-moi. Et puis la dernière, c'est lié à la tablette. Est-ce que la tablette a connu son apogée versus les smartphones, les ordinateurs et autres terminaux? Alors, moi j'ai bien regardé toutes ces tendances-là. J'ai essayé de les apprécier en fonction de leur pertinence pour l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui on peut considérer que, disons, l'utilisation par les usagers de terminaux où il y a un accès biométrique est une tendance à prendre en considération pour les 18 prochains mois? Est-ce que c'est suffisamment fort pour que ça devienne une tendance appréciée? D'abord, déjà, c'est quoi les terminaux qui c'est juste le smartphone qui a l'empreinte digitale pour s'ouvrir, ou est-ce que c'est aussi les reconnaissances iris dans les entreprises, les espaces publics? C'est quoi exactement cette évolution, cette tendance? En fait, quand on dit sécurité biométrique, c'est tout simplement un service qui permet d'authentifier un utilisateur avant d'accéder à une application par différents moyens. Soit son empreinte digitale, donc avec le doigt, soit avec son iris ou carrément son visage, comme le fait Mastercard pour certains paiements sécurisés, ou encore avec la voix. Quand on fait OK Google et Google réagit et on fait une recherche sur Internet. Donc tout ça, c'est des technologies de sécurité biométrique qui sont utilisées dans certains smartphones, dans certaines tablettes, même des équipements très low cost qu'on voit se détacher aujourd'hui en Afrique, qui deviennent très présents. Et aujourd'hui, on a fait l'enquête, par exemple en Algérie, on a fait une enquête auprès d'utilisateurs qui ont en fait répondu à un questionnaire en fait en ligne, et 43% d'entre eux nous disent posséder des smartphones avec justement reconnaissance digitale. Donc il y a déjà cet usage. Même en Afrique, on regarde un usage ou une présence, parce que c'est pas nécessairement les 43, tout le monde qui utilise cette possibilité-là. Tout à fait. Là, par exemple, on a regardé dans le monde, il y a aujourd'hui en fait 1 milliard d'équipements mobiles qui est équipé de la reconnaissance avec empreinte digitale, et il n'y a que 10 milliards d'usages réalisés chaque année. Ça prouve que, en fait, tous ceux qui ont un smartphone avec ça ne l'utilisent pas forcément. Mais il n'empêche que il y a de plus en plus de smartphones qui viennent avec cette technologie. Ça permet de la vulgariser, de la rendre accessible et d'inciter, on va dire, l'utilisateur à l'utiliser de plus en plus. Alors, est-ce que la reconnaissance biométrique est la principale parade contre la montée en puissance des attaques des DDoS, qui est la deuxième tendance que vous notez dans votre enquête? Tout à fait. En fait, juste pour nos auditeurs, la DDoS, en fait, c'est le Distributed Denial of Service. En fait, ça consiste à attaquer de manière massive ou amplifiée un service sur Internet, par exemple un service, un e-commerce ou n'importe quoi, et ça le fait saturer, on ne peut plus répondre aux demandes des consommateurs. En fait, ce phénomène-là est en train de s'amplifier. La porte d'entrée, en règle générale, c'est les échanges de data. C'est ça qui permet c'est ça qui permet les attaques. En fait, il y a différents points d'entrée, en fait. La connexion Internet, le réseau, en fait, d'une entreprise ou autre, peut être une porte d'accès. Et là, on a beaucoup quand même de malware, etc. en Afrique qui font
qui fait qu'on y accède, en fait, on arrive à attaquer. L'autre élément, c'est les IoT, c'est-à-dire les Internet of Things, c'est les objets connectés qui aujourd'hui ne viennent pas forcément avec des certificats de sécurité, ne sont pas très sécurisés, sont très répandus, et donc c'est vraiment un point d'entrée, une faiblesse qui fait qu'on attaque de plus en plus. Madame Kazitani, des IoT très répandus en Afrique, vous connaissez beaucoup de voisins qui consultent ce qu'ils ont dans leur frigidaire à distance? Pas forcément le réfrigérateur, mais on peut utiliser par exemple des montres connectées pour voir si on a des appels en absence ou regarder combien de pas on a marché dans la journée. Je cite une marque, mais par exemple Condor en fait beaucoup aujourd'hui, et je connais personnellement des gens dans mon entourage qui utilisent ça. Et c'est une faille? Et c'est une faille de sécurité dans le système? J'ai mal fait de citer Condor, mais je connais pas forcément s'il y a un certificat de sécurité sur les objets Condor, mais ça peut être une faille si ce n'est pas sécurisé. Et on parlait tout à l'heure de solutions. En fait, les solutions aujourd'hui qui sont proposées notamment pour se prémunir des DDoS, c'est au niveau des entreprises de notamment décentraliser l'architecture, ne pas faire que toute l'infrastructure clé où les données sont stockées, etc., soit dans un même endroit. Donc, il vaut mieux décentraliser. Ça, c'est un des axes sur lesquels on travaille pour éviter ces attaques-là. L'autre aspect, c'est la sécurité. Avoir, en fait, une défense en termes de sécurité qui soit agile. C'est-à-dire qu'elle s'adapte au fur et à mesure en fonction des attaques qu'elle a, et aussi de se prémunir, de se protéger par rapport à ces IoT en acceptant que certains types qui soient avec un certificat, qui soient sécurisés, etc. Alors, on va pas passer en revue les 8 tendances que vous avez identifiées donc pour la partie africaine de votre étude mondiale, je rappelle à nos amis auditeurs, sur les technologies, les médias et les télécommunications. Mais on peut s'arrêter au point 7. Vous dites les tablettes ont peut-être atteint leur apogée. Et en Afrique en particulier, ce sont les phablettes low cost qui cannibalisent ce mode de consommation des contenus Internet qu'a pendant longtemps été qu'ont été les tablettes. Qu'est-ce qui, dans votre enquête, vous a permis d'arriver à ce pronostic? Alors, en fait, par rapport à ça, concrètement, en 2016, juste à titre d'information, on a vendu 182 millions de tablettes. En 2017, il est projeté de vendre que 165 millions d'unités. Donc, le niveau de vente des tablettes à travers le monde est en train de baisser. Il y a une tendance baissière à travers le monde de à peu près 12% en fait qui est prévue sur les ventes mondiales de tablettes. Par contre, en Afrique, on constate qu'on n'est pas encore dans cette tendance baissière. On voit qu'il y a encore une augmentation de 2% à venir. Mais il n'empêche que ce taux d'accroissement va ralentir de plus en plus. Donc, quand on dit qu'elle arrive à son apogée, peut-être c'est applicable dans certains pays occidentaux, c'est encore un peu plus tardif en Afrique, mais ça vient, notamment parce que c'est cannibalisé. Cannibalisé par des smartphones, par le phénomène des phablettes, c'est-à-dire entre un tablette et un smartphone de taille intermédiaire, par les PC qui deviennent de plus en plus légers, avec des écrans détachables, etc. Donc il y a un phénomène des cannibalisations qui a été créé, qui fait que peut-être on est en train d'arriver à un certain équilibre de consommation entre ces différents terminaux. Alors ce qu'on appelle les phablettes, ce sont les smartphones qui ont des écrans qui sont plus grands que les écrans habituels. C'est ça. C'est tout ce qui est entre une tablette et un smartphone, en fait. Et cette tendance, elle est plus observée dans certains pays. Par exemple, en Algérie, on pourrait classer où l'Algérie dans cette évolution-là? Est-ce que ça décroche au niveau de l'utilisation des tablettes? En fait, je saurais pas vous donner un chiffre. En tout cas, dans l'étude consommateur qu'on a réalisée, sur on va dire un bon pourcentage des consommateurs qui nous ont répondu, 17% d'entre eux prévoient dans les 12 prochains mois d'acheter une tablette, alors que 45% prévoient d'acheter un smartphone. Donc on voit quand même que l'Algérien est plus intéressé par le smartphone que par la tablette, la phablette encore moins, mais à voir comment cette évolution va se concrétiser dans les années à venir. Alors vous évoquez un point dans vos tendances, c'est le point 4, c'est celui de la technologie de la 5G qui devrait arriver déjà en 2018 autour de l'événement Coupe du Monde. On pense que c'est la première fois que ça sera utilisé à très grande échelle lors de la Coupe du Monde de football en Russie. Est-ce qu'on peut penser, compte tenu de l'état des réseaux, des tuyaux aujourd'hui et l'état financier des opérateurs téléphoniques en Afrique, que la technologie 5G va arriver rapidement? Est-ce qu'on est dans le timing, dans la séquence des 18 mois? Je vous donne juste quelques chiffres en fait. En 2017, là aujourd'hui, en Afrique, il y a 28 pays qui ont la 4G. Mais ça ne représente aujourd'hui que 1% des abonnés mobiles. En 2020, il est projeté que 50 pays passent à la 4G
et que parmi eux, on soit déjà en 2020 avec 5 pays qui passent à ce qu'on appelle la LTE améliorée, c'est-à-dire de la 4G un petit peu améliorée. Ce n'est pas encore de la 5G, mais c'est un réseau 4G où on a déjà installé un certain type d'équipements qui permettent un petit peu de commencer à faire évoluer les débits et la capacité du réseau. Donc, les pays africains sont en train de... Soyons d'accord, oui. La 5G, ce n'est plus de la LTE. Hein. La LTE améliorée améliore le débit, mais la 5G, c'est un saut technologique qui nécessite d'autres types d'équipements. Exactement. Mais disons que ce qui est prévu en fait dans nos prédictions, notamment, c'est qu'on passe de manière progressive à la 5G, en passant justement par cette étape intermédiaire de LTE améliorée, de la 4G améliorée. Pourquoi ? Tout simplement pour déjà rentabiliser un certain nombre d'investissements en termes d'infrastructures qui ont été faites par les opérateurs notamment, et puis aussi pour petit à petit anticiper les investissements à venir sur la 5G. Sachant que la 5G, dans certains pays, ils l'ont vu un petit peu, mais c'est plus dur à vendre aux consommateurs parce que on lui fait un saut en 3G, puis en 4G, puis en 5G. Comment on le convainc en lui disant juste qu'il y a un peu plus de débit, mais ça coûte plus cher. Alors que, par contre, c'est plus convaincant pour les entreprises parce qu'avec la 5G, on peut commencer à faire des choses beaucoup plus intéressantes, du machine to machine en fait. C'est vraiment des applications corporate qui sont intéressantes. Et on commence peut-être à consommer du IT as a service, comme c'est aussi une tendance qu'on va observer, déléguer, externaliser toutes les fonctions IT. Tout à fait. En fait, quand on a un bon réseau, débit... Oui. Sécurisant. Forcément, plus on a un bon réseau, une bonne couverture Internet, un bon débit, plus on peut se permettre de, on va dire, rendre distant les sites où on a nos infrastructures pour accéder à nos données de manière distante. Et ce phénomène-là se fait très largement aujourd'hui en Europe ou en Amérique et en Asie, en externalisant tout simplement les infrastructures sur le cloud avec des entreprises qui sont spécialisées dans la gestion de données et d'infrastructures. Aujourd'hui, un des prérequis, c'est d'avoir quand même un réseau qui permette d'avoir une connexion stable. Et ça, aujourd'hui, en Algérie, ça vient. C'est pas encore complètement, on va dire, rodé, mais ça vient petit à petit. Alors, deux tendances que vous avez identifiées qui me paraissent quand même un peu futuristes sur les 18 mois. La voiture autonome avec son premier palier, la voiture avec système de freinage automatique, et l'apprentissage machine sur mobile. Est-ce que vous avez bien fait de les sélectionner dans ces 8 tendances? Est-ce que c'est aussi pertinent que ça? Alors, sur la partie... Nous parlons de l'Afrique. Hein. L'Afrique, oui, bien sûr. Là, sur la partie africaine, sur tout ce qui est voiture autonome, là, on parle pas forcément des voitures fully autonomous, en fait, vraiment complètement, mais juste de solutions qui aident au freinage de manière automatique. Pourquoi on en a parlé? On a tenu à en parler tout en disant qu'en Afrique, ça va venir de manière quand même un peu plus tardive. Tout simplement parce que un pays comme l'Algérie, c'est quand même pas mal d'accidents. On est classé parmi les pays les plus, on va dire, meurtriers, entre guillemets, sur la route. Donc c'est quelque chose d'important à prendre en considération, d'autant plus qu'en Algérie, il y a une industrie automobile qui est en train de voir le jour. Donc pourquoi ne pas prendre ça en considération? On a aussi des ingénieurs en informatique qui sont très doués, donc n'y a-t-il pas quelque chose à faire pour développer des solutions de freinage automatique et à incorporer dans les automobiles qu'on va justement et qu'on est en train de produire ici en Algérie? Après, sur l'autre élément, c'est la navigation intérieure. Aujourd'hui, on s'est basé plutôt sur la navigation extérieure. Le GPS, ça vient de plus en plus en Algérie. Dans notre enquête consommateur, on a vu que un bon tiers des répondants utilisaient aujourd'hui la technologie GPS pour la navigation extérieure. Donc, avec quel terminal, quel opérateur? Avec leur téléphone. Ils se connectent avec GPS. Oui, mais s'il n'y a pas une voix qui indique qu'on est toujours parent pauvre du GPS, il n'y a pas de service GPS au sens des services. Mais il y a des applications. Aujourd'hui, on peut se connecter sur une application, je vais faire la pub, mais sur une Waze ou sur une application comme Google Maps tout simplement, avec une reconnaissance de l'endroit et on peut trouver son chemin ici sur Alger ou n'importe où en Algérie, à peu près. Donc, puisqu'on commence à s'habituer à la navigation extérieure... Je suis pas novice, mais est-ce qu'il manque la voix dans ce service? Il y a une voix. On peut l'activer sur Waze ou sur un Google Maps, ça parle, il n'y a pas de problème. La fameuse voix féminine qui nous indique notre chemin, elle existe quand même sur ces outils-là. Et puisqu'on commence à s'habituer à la navigation extérieure, pourquoi ne pas envisager dans un futur peut-être un petit peu plus tardif que les Algériens aussi s'appuient sur la navigation intérieure pour différents types de services? Alors, votre étude, on approche de la fin, s'appelle donc Technologie, Médias et Télécommunications. Dans les 8 tendances que vous avez sélectionnées au cabinet de loi d'Alger, vous n'avez pas jugé peut-être utile de nous parler des évolutions des médias. Ça nous intéresse, nous, beaucoup à Radio M. Est-ce qu'il y a une chance que l'on écoute la radio digitale dans sa voiture dans les prochaines années?
Ah, je saurais pas répondre à cette prédiction-là. Par contre, ce que je voudrais dire, en fait, vous comprenez pourquoi ça nous intéresse. Nous sommes une web radio. Oui, bien sûr, vous êtes premiers concernés. Mais quand on dit télécom, médias et technologies, juste pour que vous sachiez, avant, sur les années précédentes, quand on faisait les prédictions TMT, on faisait ça par secteur. On faisait des prédictions pour la technologie, des prédictions pour les médias et des prédictions pour les télécommunications. Oui. Donc sur les médias, on avait fait des prédictions, par exemple, sur justement la VOD, sur la télévision, etc., etc. Depuis un certain nombre d'années, ça fait 2 ans maintenant, nous avons décidé de ne plus faire cette distinction par secteur, de faire ça ensemble, parce qu'on considère que énormément de ces tendances concernent finalement de manière transverse les 3 secteurs. Donc, quand on parle de 5G... On peut donner un exemple. La 5G va permettre de faire du broadcasting à partir de son smartphone. Et de dans l'ascenseur, par exemple. Dans l'ascenseur. Et de consommer du live là où on est. Vous savez, un match de football de l'équipe algérienne ou autre, et qu'on peut regarder au boulot ou dans un endroit quelconque. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de regrouper toutes ces tendances-là pour les 3 secteurs, parce qu'on considère qu'elles concernent tout un chacun et les 3 secteurs, en fait, de manière transverse. Je rappelle encore une fois, donc publication de votre étude, les technologies, les médias, les télécommunications, les grandes tendances sélectionnées pour l'Afrique et pour l'Algérie, présentées donc au public le mercredi 26 avril 2017, cabinet de Douat à Alger. Madame Krazitani Khadija, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous. Merci. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.